enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces saladins? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Alors avant de laisser la parole à Pierre Rimbert, co-auteur du film Les Nouveaux Chiens de Garde et rédacteur en chef du Monde diplomatique, je voulais juste vous dire deux mots de l'association de critique des médias, Acrimed, qui est ici présente. Vous trouverez sur le comptoir les deux premiers numéros de Média Critique, le magazine de l'association, ainsi que quelques publications, des bulletins d'adhésion. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la fin du débat. Et puis sachez que depuis un mois déjà, tous les jeudis soirs, il y a un débat à l'issue de ce film et ça continue encore pendant au moins jusqu'au mois de mars. Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Donc je crois que la règle du jeu, c'est que j'interviens un quart d'heure et ensuite on parle du film. Là, c'est soirée thématique le jeudi, donc je vais vous parler donc des contestataires, qu'a place des contestataires dans ce jeu médiatique, du rapport entre les médias et la politique et des médias. Et la question que je me propose de discuter avec vous ce soir, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut, dans un cadre politique ou dans un cadre militant, se servir des médias sans s'asservir aux médias? Moi, une scène a retenu mon attention dans le film. C'est celle où Jacques Chirac, en 2009, remet l'insigne d'officier de la Légion d'honneur à Jean-Pierre Elkabbach, sous l'œil attendri de François Hollande et de Robert Hue. Et c'est une scène qui, à mon avis, symbolise assez bien l'état actuel du rapport entre les médias et la politique. Si l'on se souvient qu'en mai 81, après l'élection de François Mitterrand, le nom d'Elkabbach, qui était assez fortement associé à la déférence vis-à-vis du pouvoir giscardien, avait été sifflé sur la place de la Bastille. Bon, et je crois que si Robert Hue et François Hollande en sont réduits à rendre hommage à un journaliste dont chacun a pu apprécier l'indépendance dans le film, c'est peut-être que les médias ont progressivement conquis, au cours de ces 30 dernières années, une sorte de monopole sur la représentation de la vie politique en France. Et il me semble que pour les directions éditoriales, il ne saurait y avoir de politique légitime en dehors des médias, c'est-à-dire en dehors du cadre et des formes définies par les médias. Et cette injonction-là est si impérieuse que même des personnalités qui étaient initialement rétives à ces formes et à ce cadre finissent par rentrer dans le moule. On a vu par exemple Olivier Besancenot s'installer sur le canapé de l'émission de Michel Drucker. On a vu Philippe Poutou se faire démolir dans une émission de Laurent Ruquier. Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant n'avait pas une disposition spécialement amicale vis-à-vis de la profession journalistique, s'est penché dans Gala sur son désir d'écrire un roman d'amour, sans parler de José Bové, etc. Bon, dans un autre registre, François Bayrou, qui avait rué dans les brancards, comme on le voit dans le film en 2007, cette fois ne s'avise plus de taquiner Claire Chazal, et il me semble que pour ces personnalités, mais aussi pour de nombreux responsables syndicaux, associatifs, politiques, des gens qui sont moins exposés, qui sont peut-être parfois plus anonymes, une idée domine, c'est celle que l'action militante a tout à gagner d'une médiatisation accrue. Et après tout, bon, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que des militants, des gens qui poussent une cause, n'essayeraient pas de profiter des journaux, de la radio, de la télévision pour diffuser leur message? Et puis, pourquoi est-ce que ces groupes contestataires n'essaieraient pas d'aller dans des émissions ou plutôt d'accepter d'aller dans des émissions de divertissement lorsqu'on les y invite pour essayer de gagner en audience, d'élargir en quelque sorte l'audience de leur organisation? Et bon, ces choses-là sont devenues en quelque sorte une évidence, et je crois qu'il est important de s'interroger sur la stratégie médiatique en se demandant qu'a-t-on à y perdre?
Quel compromis les contestataires doivent accepter lorsqu'ils choisissent d'aller dans les médias, de parler pour les médias, d'embrasser la stratégie médiatique? Parler pour les médias, c'est d'abord admettre que les journalistes ont le droit de sélectionner les mouvements qui seront médiatisés et ceux qui vont rester dans l'ombre. Et là, les règles de la sélection médiatique sont claires, vous les connaissez à vrai dire. Hein, pour capter l'attention des médias, il faut accepter de se placer sur leur terrain, il faut accepter les formes du spectacle médiatique, faire jeune, faire drôle, faire court, faire symbolique. On met en scène la contestation comme une espèce de pièce de théâtre, comme une action pour journalistes. Des actions festives, ludiques, plutôt que des manifestations classiques, des slogans qui sonnent comme de la publicité avec de l'ironie, plutôt que des mots d'ordre qui sont perçus par les journalistes comme corporatistes, ennuyeux, etc. On attire l'attention des caméras si on se baigne à Dunkerque, tout nu, un 31 décembre, si on marche à reculons pendant la manifestation. Enfin, vous connaissez ces formes ludiques, ces formes spectaculaires de contestation qui retiennent l'attention des médias, qui font venir les caméras, les grands cris libérateurs, des tentes de couleurs sur les bords du canal Saint-Martin, une espèce de code de couleurs qui fonctionne auprès des journalistes. Bref, on organise des actions pour la presse. Tout ça est très bien, mais l'une des difficultés, c'est que toutes les revendications et tous les contestataires ne disposent pas des mêmes moyens intellectuels, financiers, culturels pour organiser ce type de contestation. Les formes d'action festives, décalées, sont souvent celles de manifestants jeunes, diplômés, de salariés issus des classes moyennes. Je vous donne un exemple qui est peut-être un peu vieux, mais qui à mon avis est assez parlant. C'est celui de la grève des chercheurs en 2004. En 2004, les chercheurs en colère se mettent en grève, organisent des actions, et entre le 3 et le 11 mars 2004, ils bénéficient à 6 reprises, ce qui est exceptionnel, de la une du journal Le Monde. 2 mois plus tard, les agents EDF se mettent en grève. Et là, ils ont une fois la une du Monde, c'est un dessin de Plantu qui les représente comme les tortionnaires de la prison de Abu Ghraib en Irak, la prison tenue par les Américains, où il y a eu des tortures, enfin bon, vous vous souvenez de cet épisode, parce que ces syndicalistes EDF avaient coupé le courant à certaines personnalités, je crois, de l'UMP dans le sud-ouest. Bon, à vrai dire, les revendications des uns et des autres n'étaient pas si éloignées dans les deux cas. Il s'agissait de défendre un service public. Mais, bon, on peut se demander si la proportion de jeunes chercheurs parmi les enfants des journalistes du Monde, et donc la sensibilité qu'ont les journalistes du Monde au sort des jeunes chercheurs, n'est pas plus importante que celle des agents d'entretien EDF, qui ont aussi un sort, à vrai dire, même plus tragique. Il se trouve que s'ils veulent espérer ouvrir une fenêtre médiatique, les salariés ordinaires des entreprises ordinaires, les anonymes, doivent entreprendre des choses tout à fait extraordinaires. Ils doivent créer l'événement. Et pour créer l'événement, ils doivent faire des choses qui transgressent. Retenir des cadres d'entreprise où le patron menaçait de faire sauter l'usine, comme ça s'est passé à l'usine Celatex dans les Ardennes en 2000. Et là, on l'imagine aisément, les risques encourus par les uns et par les autres sont assez différents. Les chercheurs en colère, bon, je me souviens, c'était des manifestations, on s'allongeait sur le pavé en blouse blanche. Bon, là, vous risquez une rhinopharyngite. Quand vous vous menacez de faire sauter votre usine, c'est 10 ans de prison, la correctionnelle, etc. Les risques sont assez différenciés socialement. Donc, les actions médiatiques, les actions spectaculaires, n'ont pas la même facilité à être entreprises selon l'origine sociale, selon la catégorie sociale des gens qui s'y risquent. Quand on accepte de jouer ce jeu médiatique, on prend le risque, peu à peu, de dénaturer l'action et la conduite d'un mouvement. C'est-à-dire qu'on va se mettre à choisir une forme d'action en fonction de son rendement médiatique escompté, et non plus en fonction de la capacité de cette action à infléchir le rapport de force politique dans le sens que l'on s'était fixé. Et là, une difficulté existe, parce qu'on aura le sentiment de la victoire si le nombre de caméras est élevé, si le nombre de reportages est important le soir au journal télévisé de 20h de France 2 ou de TF1, en oubliant peut-être qu'il est beaucoup plus facile de remporter la victoire dans les sommaires de journaux télévisés que de remporter la victoire face à un gouvernement ou face au patronat, parce qu'on aura le sentiment d'une satisfaction avec ces actions médiatiques, même
lorsque les revendications ne sont pas satisfaites. J'ajoute qu'il ne suffit pas de capter l'attention des médias. Il faut ensuite la conserver, car vous connaissez le principe, hein, c'est le nouveau qui fait la une. Tout ce qui est un peu ancien recule en bas de la pile des préoccupations, et la bienveillance de la presse dominante, ne se conserve qu'au prix de concessions permanentes. Il va, pour conserver l'attention et la bienveillance des médias, il va falloir accepter de ne pas franchir un certain nombre de lignes jaunes, au-delà desquelles les médias vont vous expliquer que l'opinion lâche le mouvement. Et ces lignes jaunes, qui sont tracées par les journalistes, en particulier par les éditorialistes, par les directions éditoriales, c'est, vous les connaissez aussi, hein, ne pas faire de piquet de grève, car c'est mal, à Avignon par exemple, parce que ça met en cause le droit au loisir, ne pas couper l'électricité, ne pas se montrer violent, ne pas... etc., etc., etc. Tout ça est très bien, et bon, ça paraît naturel à des éditorialistes qui fonctionnent dans un cadre ordonné de l'ordre existant, mais si l'on se penche un peu en arrière, on s'aperçoit que aucun mouvement social, ou presque, n'aurait abouti, y compris dans un cadre démocratique, s'il n'avait pas, à un moment donné, contesté la légitimité de la légalité, s'il n'avait pas, à un moment donné, accepté de franchir ces lignes jaunes. Hein, le combat syndical, pensons au mouvement des Noirs pour les droits civiques aux États-Unis, pensons au mouvement féministe pour la légalisation de l'avortement. À chaque fois, les lignes jaunes ont été transgressées. Et les médias, à chaque fois, disaient attention, ne pas transgresser ces lignes jaunes, sinon l'opinion lâchera votre mouvement. Et là, on voit que le risque de la stratégie médiatique est évident. Si notre visibilité dépend avant tout de notre médiatisation, alors les médias détiennent le pouvoir de nous rendre invisibles. Et c'est une écrasante responsabilité lorsque on participe ou lorsqu'on anime un mouvement collectif d'octroyer aux médias, dont vous venez de voir comment ils fonctionnent, ce pouvoir d'invisibilisation de la contestation. Après le passage d'Olivier Besancenot aux grosses têtes de Philippe Bouvard, c'était en 2004, Alain Krivine, qui est donc fondateur et historique de la Ligue communiste révolutionnaire et un membre encore influent du nouveau parti anticapitaliste, avait expliqué, je le cite, « Même si Olivier n'aime pas ça, Olivier Besancenot, mieux vaut ne pas refuser ces émissions, sinon nous disparaîtrons. » Et là on voit que l'issue offerte par la stratégie médiatique d'aller aux grosses têtes de Philippe Bouvard ou de disparaître n'est pas très enthousiasmante. Parler pour les médias, c'est aussi d'accepter d'entrer dans un jeu qui est maintenant bien connu, qui est celui de la personnalisation des luttes. Les portraits en dernière page de Libération, les questions intimes sur les plateaux d'émissions de télévision, où on demande à des responsables contestataires de parler de leur goût, de leur dégoût, de leurs aventures personnelles, bien plus qu'on ne les interroge sur les objectifs, la pensée, les ambitions des mouvements collectifs et politiques qu'ils sont censés représenter. Et l'une des difficultés, c'est que ce principe de personnalisation des luttes collectives, c'est un principe de dépolitisation. Luc Levaillant, qui est le journaliste responsable de la rubrique Portrait dans Libération, vous savez, c'est la dernière page, il y a souvent, tout le monde, très peu de gens à vrai dire lisent Libération, donc c'est la dernière page où il y a un portrait d'une personnalité. Donc Luc Levaillant avait dévoilé les règles de fabrication de ces articles. Il faut, disait-il, je le cite, que la psychologie du personnage fasse l'ossature du papier. Et on conçoit qu'il y a là l'expression d'une facilité professionnelle. Il est plus facile d'écrire un article ou de réaliser un reportage sur une personne que sur un groupe. Mais cette focalisation sur un individu va rendre paradoxalement très difficile le traitement médiatique des mouvements collectifs. Parce que lorsqu'une grève survient, lorsqu'un mouvement collectif se produit, le traitement est presque toujours le même. C'est portrait. Portrait de grévistes, portrait de manifestants, portrait de cheminots, portrait de profs en colère. Vous avez une constante. C'est d'une certaine manière assez facile à faire, parce que vous allez dans une manifestation, vous êtes journaliste, vous interrogez quelqu'un, pourquoi vous êtes là, etc., etc. La difficulté, c'est que le portrait, c'est un genre qui s'accommode mal des causes collectives. Lorsqu'on fait un portrait, on privilégie les traits qui distinguent les individus les uns des autres, pas ceux qui rassemblent. Le portrait privilégie la psychologie individuelle aux dépens des intérêts collectifs. Et il y a une sorte de contradiction entre un mode de traitement journalistique, le portrait, et l'essence, j'allais dire, en tout cas la dynamique
d'une manifestation, d'un mouvement collectif. Les gens sont là par ce qui les rassemble, ils ne sont pas là parce que ce qui les individualise les uns par rapport aux autres. Et dans un portrait, dans le traitement médiatique individualisé, les forces sociales s'effacent à mesure que les distinctions individuelles s'affichent. Et ce mode de traitement est tellement ancré qu'on n'y fait plus attention. Mais si je dis Tiananmen, au même instant, on a la même image qui se forme dans nos têtes. Hein, qu'on ait 20 ou 50 ans, c'est la même image. Je n'ai même pas besoin de la décrire. Cette image, elle est à la fois vraie et fausse. Elle est vraie parce qu'en effet, un individu a eu le courage de se mettre face à une colonne de chars. Mais elle est fausse parce que cette image place hors cadre les millions de personnes qui ont rendu possible cet acte individuel et qui, en réalité, étaient le mouvement. Et cette image symbolise ce qu'est le traitement médiatique, ici, en Occident, des mouvements collectifs, c'est-à-dire un traitement individualisant qui n'est pas faux en soi, puisque cet individu existe, mais qui, à mon avis, contrefait ce que représente réellement un mouvement collectif. Parce qu'il place hors cadre l'essentiel, l'écrasante majorité de ce mouvement. Et lorsque les personnalités politiques, les représentants de la contestation se prêtent à ce jeu de l'individualisation, il y a cette dimension contradictoire avec la dynamique collective d'un mouvement de contestation, et puis il y a évidemment aussi la focalisation qui s'exerce sur la personnalité aux dépens des programmes, de la bataille d'idées, etc. Et là, le jeu des personnalités constitue évidemment l'un des rouages essentiels de la machine médiatique. Hein. C'est Manuel Valls contre Arnaud Montebourg, c'est Besancenot contre Mélenchon, c'est Aubry contre Hollande, Copé contre Fillon. Bon, les journalistes qui traitent dans les rubriques politiques, dans les journaux, sont très friands de ce type d'affrontement de personnes, parce que c'est un traitement qui marche très bien, quoi, et qui marche d'autant mieux que les personnalités politiques rivalisent entre elles, mettent en exergue des différences ou théâtralisent des différences pour pouvoir accéder plus facilement aux journaux, donner la matière de papier politique, parce que c'est un genre journalistique qui est facile, plutôt que d'analyser en détail un programme. J'en termine en disant que la stratégie médiatique conduit aussi à modifier le mode de fonctionnement des organisations. Les journalistes vont privilégier la médiatisation de personnalités qui cadrent le plus avec leurs attentes. Ces personnalités, c'est des gens qui ont des dispositions individuelles. D'abord, ils sont disponibles, drôles, à l'aise devant les caméras, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça peut être terrifiant d'avoir une caméra devant soi, et des gens qui perdent leurs moyens, etc. C'est pas les gens les plus inintéressants qui perdent leurs moyens, c'est simplement des gens qui sont à l'aise devant les caméras. Mais on peut être un très bon politique, un très bon organisateur, quelqu'un d'assez intéressant sur le plan intellectuel, et ne pas avoir le sens de la répartie, ne pas avoir le sens de la petite phrase, ne pas avoir la capacité de synthétiser en 40 secondes un propos compliqué, de manière à pouvoir cadrer avec les attentes, qui sont des contraintes professionnelles qu'acceptent les journalistes. Donc voilà, on a cette espèce de limitation. La presse va spontanément vers des personnalités comme José Bové, par exemple, qui sont capables de cadrer avec ces attentes. Et peut-être certaines d'entre vous s'en souviennent, en 2002, Alain Lipietz, qui était le candidat des Verts, donc celui qui avait été élu par les militants, par les Verts, avait été contraint par la presse de se retirer au profit d'un autre candidat, Noël Mamère, parce que Alain Lipietz avait fait des déclarations sur les nationalistes corses, je crois, qui n'avaient pas plu aux journalistes. Et pour la presse, l'économiste Lipietz était trop sérieux, donc trop ennuyeux, trop pointu, comprenait trop long, pas assez souple. Donc c'était pas un bon client, c'était quelqu'un qui ne cadrait pas avec les exigences des journalistes. Il faisait des longs raisonnements que la presse interprétait comme des tunnels, ça marchait pas. Bon. Noël Mamère, c'était très différent. Lui, il cadrait d'autant plus avec les attentes de la profession journalistique qu'il était lui-même un ancien journaliste. Et là, bon, cette situation de 2002, elle évoque un peu ce qui est en train de se passer en ce moment avec Eva Joly et Nicolas Hulot. Vous avez une personne qui est élue par les militants, mais jugée inapte par la presse. Vous avez sans doute vu, il y a déjà des unes de journaux qui disent voilà, Eva Joly s'enfonce dans les sondages, Eva Joly, c'est pas possible, etc. Et puis un autre qui est adoré par les journalistes, évidemment il a travaillé à TF1, il connaît ça par cœur, mais pas par les militants, puisque en dépit des attentes des journalistes, il n'a pas été élu par les militants. Alors est-ce qu'on va assister à la réédition de 2002 ? On verra, mais
Toujours est-il qu'il existe une pression des journalistes et des sondeurs pour choisir, pour élire à la place des militants les représentants d'un mouvement collectif. Et ce qui se passe avec les Verts se passe avec des associations, des syndicats, des petites organisations. Bon, ça se passe un peu partout. Il faut se rappeler que les critères d'excellence médiatique, ceux dont on a parlé tout à l'heure, savoir synthétiser en 40 secondes, être à l'aise devant les caméras, etc., ces critères d'excellence médiatique sont très différents des critères de légitimité militante. La légitimité militante, c'est l'expérience, le dévouement à l'organisation, l'aptitude à payer de sa personne, l'ancienneté, enfin, il y a toute une somme de critères de légitimité militante. La légitimité médiatique, elle, c'est la fréquence des passages à l'antenne, le nombre de reprises de petites phrases, l'épaisseur du carnet d'adresses, et puis tout ce dont